AGIPI, Association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Eh bien bonjour Jean-Marie. S'engager pour un monde sans plastique, c'est ce qu'on abordera aujourd'hui avec votre invitée. C'est Rosalie Mann, auteurice de ce livre qui paraît dans 3 jours, No More Plastic, publié aux éditions La Plage, aussi fondatrice de cette fondation, la fondation No More Plastic. C'est une cause qui vous tenait à cœur, Muriel. Oui, ce plastique, ce fameux plastique qui nous empoisonne la vie depuis des années et dont la production mondiale atteint des sommets alarmants. En 2023, elle a frôlé les 460 millions de tonnes. Cette surproduction démesurée a un coût énorme, estimé à 139 milliards de dollars par an par la fondation Ellen MacArthur. Mais au-delà de l'impact financier, c'est un véritable désastre écologique et sanitaire que nous subissons. Le plastique, partout. Ces microparticules se retrouvent dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans les aliments que nous consommons, dans les vêtements que nous portons, dans les produits de beauté que nous achetons. Invisibles à l'œil nu, ils se glissent insidieusement dans nos corps, s'infiltrant jusqu'au cœur de nos organes. Selon un rapport du WWF, chaque être humain ingère, écoutez bien, 2000 microfragments de plastique chaque semaine, soit l'équivalent du poids d'une carte de crédit. Le programme des Nations Unies pour l'environnement souligne que les microplastiques sont désormais présents dans tous les organes du corps humain qui n'ont aucun moyen de s'en protéger. Soyons clairs, les impacts du plastique sont considérables. Pollution marine, mauvaise gestion des déchets, effets graves sur la santé humaine, en particulier sur celle des femmes plus vulnérables aux substances chimiques contenues dans ce matériau et qui augmentent de façon exponentielle les risques de maladies graves telles que l'endométriose, les cancers, l'infertilité, les maladies neurodégénératives. Mais les dangers du plastique ne s'arrêtent pas là. Des chercheurs ont même démontré que les microparticules présentes dans l'air affectent le climat mondial et peuvent influencer la formation de nuages et les processus météorologiques. Les pratiques actuelles de production et de gestion des déchets plastiques contribuent à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Quant au recyclage, souvent perçu comme une solution, il s'avère être une illusion. Moins de 9% du plastique est réellement recyclé. Le reste est incinéré, libérant des toxines ou finissant dans des décharges où il peut mettre des siècles à se décomposer. Alors, on est tous d'accord, hein, cette situation ne peut plus durer. Il est temps de mettre la question de la production de plastique au cœur du débat public. Nous devons nous interroger sur la quantité astronomique de plastique produite chaque année, de repenser cette relation, notre relation avec ce matériau. Parce qu'en fait, il ne s'agit plus seulement de sauver la planète, mais il s'agit de préserver notre propre survie. Face à cette menace invisible, mais bien réelle, il est temps d'agir. Eh bien, il est temps d'en parler avec votre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Rosalie Mann. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Fondatrice de la fondation No More Plastic. Vous publiez dans 3 jours ce livre aux éditions La Plage. No More Plastic, c'est le mot d'ordre, hein, très clairement. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Rosalie. Bonjour. Alors vous dites dans ce livre, que l'on va retrouver, comme on vient de le dire, dans les librairies mercredi, que c'est une phrase qui a tout déclenché. Il y a environ 8 ans, votre fils Alexandre souffrait d'asthme chronique grave, et c'est d'ailleurs toujours le cas. Et le médecin urgentiste qu'il a reçu vous a dit « Mais attendez, c'est normal, c'est la pollution ». Cette phrase, ça a été pour vous un électrochoc. Vous vous êtes dit « L'immobilisme n'est plus une option ». Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous ? En fait, j'ai été vraiment choquée de voir tous ces enfants malades et de me dire que c'était dû à notre société, à la pollution et de trouver ça normal. Et à partir de là, j'ai creusé pour comprendre exactement pourquoi il était si souffrant et j'ai découvert l'impensable, c'est qu'on respire des nanoparticules de plastique. Et à partir de là, j'ai creusé davantage, je me suis renseignée auprès de scientifiques, j'ai appelé mon amie Alexandra Cousteau qui est très investie dans ces causes-là et elle m'a mis en contact avec différentes autres personnes et j'ai voulu agir. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas continuer à être dans un déni tel et surtout je m'en suis voulu parce que je me suis dit comment ça se faisait que j'étais dans mon tourbillon de la vie sans me rendre compte de tout cet impact. Et ça a changé votre vie, hein. Vous parcourez le monde, vous donnez des conférences aujourd'hui, ça a remis en cause profondément votre façon de voir le monde et votre envie d'agir. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment la mission que je me suis donnée d'informer, de donner le maximum d'informations aux gens pour qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, la question de la pollution plastique, c'est pas qu'une question écologique. C'est une question de santé publique avant tout et surtout économique aussi. Et qu'on ne peut pas rester dans un déni tel
qu'il est le cas aujourd'hui. Alors ce plastique, quand même, il faut lui reconnaître quelques qualités. Il a indéniablement révolutionné notre monde. Il est perçu comme une merveille de technologie. On en produit tellement qu'il est très peu cher. Et donc finalement, avec ce coût de revient très peu cher, il séduit de très nombreux industriels au niveau mondial. Vous employez des phrases très 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 fortes. Vous dites: le plastique ne pollue pas simplement notre planète, ne contribue pas seulement au réchauffement climatique, il empoisonne notre organisme. Vous pouvez me donner des exemples de ces empoisonnements que vous citez au travers de ces mots extrêmement forts? Oui, il empoisonne parce qu'en fait, on en ingère tous les jours. Il faut savoir que par tous les produits... En fait, le plastique, c'était un produit absolument fantastique, sauf qu'il est toxique. Et on l'a introduit dans beaucoup trop de secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on en a partout autour de nous. On en ingère une quantité exponentielle parce qu'on en produit des quantités exponentielles. Et vous annonciez, effectivement, vous donniez des chiffres, 460 millions de tonnes de plastique par an, mais on nous annonce 600 millions de tonnes pour 2030. 2030, c'est demain. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et il faut cesser avec cette production de plastique. Pour l'empoisonnement dont je parle, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les nanoparticules et les microparticules qu'on ingère vont dans notre sang, dans le cerveau, dans le placenta, dans les testicules. Ils ont des liens directs avec la santé. J'en ai assez qu'on me dise qu'il n'y a pas d'études scientifiques pour prouver tout ça. Il y a un corpus d'études colossal. Et aujourd'hui, il n'y a évidemment pas encore de consensus scientifique, mais le principe de précaution, le doute possible, quand vous voyez toutes les études qui existent déjà, devrait être là. Alors, si vous dites aujourd'hui c'est 430 millions de tonnes et si demain c'est plus de 600 millions, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que les solutions n'existent pas, ou ça veut dire qu'elles existent mais que les industriels ne veulent pas s'en saisir? Ça veut dire que l'industrie et le lobby du plastique est très puissant et que c'est des millions, des milliards qui sont investis et qu'effectivement, leur ambition, c'est de produire plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le traité international contre la pollution plastique, dont l'objectif aujourd'hui est de réduire cette production pour cesser avec cette pollution. Parce que plus on produit, plus on est exposé. Mais est-ce qu'il y a des pays qui ont réduit cette production? Est-ce qu'il y a des pays qui ont... Est-ce que vous reconnaissez des pays leaders dans cette attention au plastique et dans la volonté de réduire la production et la consommation? Alors, il y a deux choses. Dans l'idée de cesser la production de plastique, non, pas pour le moment. Aujourd'hui, il y a les États-Unis qui décident de faire ça et qui appellent à ça pour le traité international contre la pollution plastique, mais ce n'est pas fait pour le moment. En tout cas, ce sont des pourparlers. On espère qu'en fin d'année, on aura des résultats à ce niveau-là. En tout cas, ce qui concerne le fait de vouloir arrêter la pollution plastique, ça oui, il y a beaucoup de pays, dont les États-Unis, mais pas que. Il y a la Norvège, l'Angleterre, qui sont déjà très en avance par rapport à nous. On ne peut pas dire que les États-Unis soient le pays le plus, écologique au monde. En tout cas, ils n'ont pas signé tous les accords internationaux. Ça veut dire quoi, cette idée de dire arrêter le plastique? Ça veut dire qu'ils ont les solutions? Ça veut dire qu'économiquement, ils ont trouvé des solutions de substitution? Ils ont des solutions, ils ont investi dans des solutions comme par exemple l'algue brune. Ils ne sont pas les seuls, il y a la Corée, la Chine également. La question, elle est plus large, c'est-à-dire qu'eux veulent être ils savent, tout le monde a conscience que le plastique est un problème. Et les États-Unis veulent être les premiers à montrer que c'est possible. C'est surtout une question d'être toujours les premiers. Les États-Unis sont basés sur cette politique-là. Donc, par exemple, quand vous voyez qu'en 2019, San Francisco a banni les bouteilles en plastique dans leur aéroport, c'est pas pour rien. San Francisco, c'est Silicon Valley. Ils ont une ambition d'être toujours premiers et de montrer les choses. En 2021, ils ont demandé à ce qu'on ne commercialise plus du tout de bouteilles en plastique dans leur aéroport. Alors, c'est des petits pas, mais c'est des signes assez forts à l'international pour montrer que oui, le futur, puisque la Silicon Valley se veut le monde de demain. Le monde de demain est sans plastique. C'est quoi les algues brunes dont vous parlez? Qu'est-ce que ça permet, cela? Alors, les algues brunes, ça permet de faire l'équivalent du plastique, mais de manière totalement biosourcée et donc biodégradable. Alors, attention à ne pas confondre avec ce qu'on appelle aujourd'hui le plastique biodégradable, parce que dans les plastiques dits biodégradables, il y a du plastique fait à base et de pétrole et de matériaux biosourcés, qui est pire que tout, évidemment. Oui, d'ailleurs, vous dites le recyclage est une hérésie, parce qu'en fait, on recycle un matériau qui est un matériau dangereux, on en produit un autre qui va continuer à l'être. Pourquoi le recyclage dont on nous bassine, excusez-moi l'expression, dont on rabat les oreilles à longueur de journée, le tri, le recyclage, pourquoi vous considérez que c'est pas une solution?
Alors, c'est pas moi qui considère, c'est juste un fait, c'est-à-dire que c'est la réalité d'aujourd'hui. Le plastique, c'est un matériau toxique contenant plein de perturbateurs endocriniens et que quand vous allez le remettre en circulation, vous remettez en circulation un produit toxique. Donc, c'est aussi simple que ça. Et la deuxième raison, c'est que ça va produire plus de microparticules de plastique qu'un plastique vierge. Donc, évidemment, aujourd'hui, comme on ingère des nanoparticules et des microparticules, de fait, on comprend assez vite que c'est pas du tout la solution et qu'en fait, ça vient aggraver une situation déjà dramatique. Dans le sens que ça affecte notre santé, mais ça affecte aussi le climat. Bien sûr. On parle beaucoup de changement climatique aujourd'hui. Si on veut régler la question du changement climatique, il faut prendre à bras-le-corps la question de la pollution plastique. Alors, on va parler des femmes, de la santé des femmes liée au plastique. Ce plastique qui, dans les années 50-60, a été perçu comme un matériau d'émancipation des femmes, parce que de très nombreux produits en plastique sont nés, favorisant la vie domestique. Aujourd'hui, vous dites, les études le disent, les femmes sont plus vulnérables aux risques liés à l'utilisation du plastique. Des augmentations de cas de cancer, des problèmes de fertilité, des naissances prématurées, des troubles neurologiques. Pourquoi ? Est-ce que ces femmes sont d'abord beaucoup plus sensibles ? Et pourquoi, dans ce cas-là, les industriels continuent-ils à leur vendre des produits, par exemple, d'hygiène qui contiennent autant de plastique ? Très bonne question. Très bonne question. Pourquoi investissent-ils également dans la recherche contre le cancer alors qu'ils pourraient réduire les cancers auprès des femmes ? Non, c'est une très bonne question. Effectivement, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre pour quelles raisons ils ne le font pas. En tout cas, en ce qui concerne la vulnérabilité des femmes face à la pollution plastique, c'est tout simplement parce que notre corps certains cycles de la vie qui sont la puberté, les menstruations, la ménopause. On va créer plus d'œstrogènes et le corps va stocker davantage les perturbateurs endocriniens. Donc on est beaucoup plus vulnérable face à ces perturbateurs endocriniens qui vont être stockés et on a des augmentations de cancer, d'endométriose, d'infertilité, des maladies relativement graves. Et il y a un autre élément, on m'avait donné un chiffre qui m'a semblé assez stupéfiant. Vous dites que près de 70% des matières utilisées dans la confection de vêtements sont d'origine plastique. Et que la production d'ailleurs des fibres synthétiques pour cette industrie représente 1,35% de la consommation mondiale de pétrole. En clair, pratiquement la consommation annuelle de pétrole de l'Espagne. Est-ce qu'on est capable de faire bouger cette industrie textile ? Et puis, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'elle est prête à bouger ? Oui, je pense qu'on est prêt et que c'est possible de bouger. C'est simplement toujours la même chose. Il faut montrer que les solutions existent. Aujourd'hui, on est capable de faire des maillots de bain à base de laine, complètement waterproof, en contenant aucun plastique ou de matériaux synthétiques. Donc, c'est possible. C'est une question de volonté et de courage. Alors la France, vous avez parlé tout à l'heure des bouteilles d'eau minérale que vous donniez à votre enfant. La France a été, il y a peu de temps, secouée par le scandale de l'eau en bouteille. Selon une étude datée de janvier 2004, on pourrait retrouver jusqu'à 240 000 fragments de plastique par litre d'eau. Oui. L'industrie du tabac a longtemps utilisé la méthode du déni de la tromperie et du retardement de l'innovation. Est-ce que vous avez le sentiment que les industriels du plastique pratiquent cette même stratégie ? Oui, absolument. C'est toujours mieux de donner le consommateur comme coupable. Si le consommateur recyclait plus, triait plus, etc. En fait, le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'on va réduire la production de plastique ? Tout ça vient masquer, en fait, la réalité du problème. Mais alors moi, ce chiffre de l'eau en bouteille, évidemment, moi je bois de l'eau en bouteille, j'imagine comme vous, Jean-Marie, j'imagine comme plein de gens qui nous écoutent. Mais il faut faire quoi alors ? C'est quoi les solutions, Rosalie ? Les solutions, c'est la réduction de la production de plastique. Donc c'est, alors tout à chacun, on peut évidemment se protéger. Mais moi, en tant que consommateur, ce que vous devez faire, c'est chaque fois que vous achetez des choses en plastique, vous les mettez dès que vous pouvez dans du verre. Parce que plus un matériau reste dans du plastique, je vous donne un exemple, je ne sais pas, vos courses, le fromage, la viande, etc. Plus il va rester dans ces emballages plastiques dans votre frigidaire, plus il va créer des
imprégné de microparticules de plastique, l'aliment. Donc, dès que vous pouvez, transvaser, regardez les étiquettes par rapport aux vêtements, parce qu'un vêtement fait à matière synthétique crée des microparticules de plastique quand vous le portez, pas seulement quand vous le lavez. Évitez d'acheter des baskets à base, avec des semelles en plastique, puisque chaque fois que vous courez, vous allez créer des microparticules et des nanoparticules. Oui, vous dites d'ailleurs que exposé au soleil, l'augmentation des microparticules de produits plastiques, quand je cours, quand je roule avec une voiture sur l'asphalte, les lunettes de soleil, etc. Tout ça accélère les microparticules. Alors, ça n'accélère pas, ça accélère les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui date de 2018 d'une chercheuse basée à Hawaï qui a montré et démontré via cette étude que tous les plastiques présents sur cette planète, à partir du moment où ils sont en contact avec les rayons UV du soleil, dégagent des gaz à effet de serre. Donc, il y a une véritable augmentation des gaz à effet de serre de tous les matériaux en plastique. Eh bien, merci Rosalie. Il faut absolument lire ce livre No More Plastic. Il est truffé d'études, il est truffé de conseils pour essayer de réduire notre consommation de plastique et essayer de se construire un monde meilleur. Merci beaucoup Rosalie. Merci. Et c'est publié aux éditions La Plage. Merci à vous également, Muriel Réus. On vous dit à dimanche prochain. À dimanche, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.